Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre magazine Les Belles Lettres qui se donne comme noble objectif de faire la promotion de la littérature tchadienne. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'un nouveau romancier. Il s'appelle Monsieur Niapou Benou Nimrod. Il vient de publier aux éditions Al-Mouna en 2021 un roman intitulé « Le pardon peut-il être annulé, docteur ?» C'est une autobiographie de 198 pages divisée en 4 parties où l'auteur nous livre un témoignage complet de sa vie qui a été, somme toute, pas une partie de plaisir, mais un parcours rocambolesque, un vrai parcours du combattant. L'auteur est ici donc pour nous en parler. Il a des diplômes de secrétariat de direction et un DTS en logistique. Il a travaillé dans les sociétés et ONG WCDO et dans une agence onusienne. Actuellement, ancien élève de l'École normale supérieure, ENS, Le pardon peut-il être annulé, docteur, est donc son premier ouvrage. Monsieur Nimrod, bonjour. Bonjour, monsieur Wang Kissam. Bienvenue. Merci. L'image de couverture de votre ouvrage nous présente deux animaux domestiques. Il s'agit là, bien entendu, d'un chien et d'un chat qui sont souvent cités comme illustration de la mésentente entre les personnes. Que symbolise-t-il donc dans votre ouvrage ces animaux? Bien, le chien qui tend un bouquet de fleurs au chat. Le bouquet de fleurs symbolise la relation, la réconciliation autant pour moi, la paix, l'amour et le pardon. Alors la question est de savoir, est-ce que le chat va-t-il prendre ce bouquet ou pas? Va-t-il prendre et l'enfouir? Et sachant que la trêve entre ces deux animaux ne dure guère. C'est pour juste expliquer le titre. Le pardon peut-il être annulé, docteur? Ok. Alors, le titre, justement, est une question posée à un docteur. Alors que fondamentalement, le docteur, à moins qu'il ne soit un psychologue, s'occupe plus des questions de santé physique, morale ou spirituelle. De quel docteur finalement s'agit-il? C'est un médecin, un cousin, qui est versé aussi dans la parole de Dieu. Et il a bien suivi l'affaire. Et c'est lui qui m'a demandé d'aller vers ceux qui m'ont oppressé là, de demander pardon. Et finalement, le pardon a été annulé. Donc j'étais reparti vers lui pour lui poser la question de savoir est-ce qu'on peut annuler le pardon. Ah, ok. Très bien. Alors, dès le premier chapitre, donc, le lecteur apprend que votre père vous accordait une attention particulière dans la famille par rapport aux autres frères. Naturellement, cela ne peut que susciter de la jalousie, n'est-ce pas, autour de vous. À quoi devait-on s'attendre lorsque, même dans la Bible, il y a comment on appelle, Jacob a préféré beaucoup plus Joseph et puis ça a suscité que ses frères le vendent, etc. etc. Oui. Donc, on ne pouvait que s'attendre qu'à ça, que les autres frères se soulèvent, soient mécontents et tout. Bien, moi je n'attends rien de personne. J'ai un très bon père qui m'a tant aimé et je l'aime aussi bien. Un père qui me donne tout l'amour et il m'a montré le Dieu créateur, Jésus-Christ de la croix, et je suis fier. Moi, je peux dire que l'auteur de tout ce que j'ai vécu, c'est plutôt Dieu. Et il a pris mon père comme un personnage qui a bien joué son rôle. Et l'heure est arrivée, il faut qu'il puisse enlever donc le personnage de la pièce, c'est tout. Ok, ok. Alors, dès comment on appelle, toute la première partie du récit, vous narrez les multiples coups bas d'une partie de votre famille contre vous. Oui. Voilà. Même si les sentiments de jalousie de la première heure étaient peut-être justifiables,
Comment expliquer que cette haine est restée perpétuelle? Perpétuelle jusqu'à ce que on programme même votre mort. Oui, Satan ne veut jamais s'avouer vaincu face à sa cible. La première fois, lorsqu'on a tenté de me supprimer la vie, c'est lorsque mon père m'avait élevé, l'aîné de toute la famille. Et il m'a confié beaucoup d'autres choses. Et là, tout de suite, les autres, j'ai bien géré plus de 6 mois. Et là, tout de suite, les autres ont décidé de me supprimer non seulement ma vie, mais celle de mon frère cadet aussi. Il nous a amenés à plus de 6 km de Mbayokoum, dans la forêt, pour nous fusiller. Et Dieu nous a délivrés comme ça. Et après, ils ont tenté d'une manière mystique et tout ça, vers les 18h, 19h, tout ça, dans la cour familiale, je recevais des gouttes, mais ce sont des parfums, sans la présence humaine. Et c'est toujours comme ça jusqu'au jour où je crois que c'est 2, 3 ou 4 semaines après la mort de mon père, ils ont versé de l'acide dans la bière Gala pour me donner. Et ils m'ont même bien défié. Tout ce qu'on a fait contre toi n'a jamais réussi. Alors si tu es homme, bois donc cette bière si tu ne veux pas mourir. Et j'en avais bu. Et lorsque je ne suis pas mort, ils m'ont traité de rose quoi, que ma mère est sorcière et tout. Ok. Alors, bien, finalement, quel est le but de la publication de ce témoignage? Est-ce que c'est la révélation de ces vérités cachées de votre famille, ou simplement la narration de votre vie qui a été jalonnée d'embûches? Durant tout ce que j'ai vécu, je n'ai jamais donné ma version de fait à quiconque, à une personne, que ce soit une femme ou bien un homme. Jamais. Et je crois que j'ai décidé de faire comprendre à tous ce que j'ai vécu dans le but d'amener la société, chacun reconnaître, comment on appelle, ses faits et demander, faire l'autre son mea culpa et procéder éventuellement à la réparation. Je ne veux pas que mon histoire soit gommée. C'est pourquoi je l'ai transcrite. Vous nous prenez, nous lecteurs, comme témoins de ces faits. Exactement. Okay. Et ça va rester pendant des siècles. Ok. Alors, le récit le plus pathétique est celui qui décrit les circonstances dans lesquelles votre feu papa est donc décédé. C'est une mort des plus atroces provoquée, c'est ce qu'on lit dans l'ouvrage, par l'œuvre occulte de son propre cousin. Au vu et au su de tous, oui. C'était visible. Alors, pourquoi même votre papa n'est pas aimé par les siens? Est-ce que n'êtes-vous pas en train d'hériter d'un conflit familial plus lointain? Ça, c'est un peu difficile à expliquer, à moins qu'on puisse voir sous l'angle spirituel. Mais mon père, comme vous l'avez lu, c'est son cousin qui a pris un produit, bon, c'est un poison. Il est venu oindre donc son pied. Il y a une petite plaie là. Il a oint le pied, il a bandé. Et quelques minutes plus tard, il commençait à saigner. Et la douleur était atroce. Il a essayé d'enlever ça pour le laver, mais la légère, comment on appelle, le léger vent fait que la douleur est intense. Il a rebandé de nouveau. Ça, c'est à 18h qu'ils ont fait ça. Au bout de, jusqu'à 5h, 5h30, lorsqu'il a enlevé, toutes les parties où l'huile a touché étaient devenues plaies couvertes des asticots. Et lorsqu'il a tenté de nettoyer ces vers-là, tous étaient entrés dans son corps. Là, je ne sais pas, est-ce que
c'est ce que vous venez d'expliquer, je suis en train de subir. Là, je ne sais pas, c'est un peu difficile. Ok. Le dialogue, Oui. il ressemble à un théâtre Oui. qu'à un roman. Ok, ça. Le théâtre fait rire. Et dans ce rire-là, le sage peut tirer des leçons de morale qui instruisent. Donc, je peux dire c'est un texte didactique. Mais je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas. En tout cas, si c'est votre style, moi je l'adopte. Oui. Hein, je le prends comme tel. Ok. Votre père est mort sans avoir versé la dot de votre maman. Ça, c'est ce que moi j'ai eu à lire. Exactement. Voilà. Ainsi, vous rapportez que votre maman est la 6e épouse, hein, et la dernière, n'est-ce pas, de votre papa. Oui. Avec elle, donc, il a eu 6 enfants, vous y compris. Oui. Bon, généralement, c'est la dernière épouse, là, on accorde plus d'attention parce que c'est la dernière venue et tout. On garde ses parents de cadeaux et tout ça. Est-ce que c'est... Si la dot n'a pas été payée, est-ce que ce n'est pas une fuite de responsabilité de votre papa Ok. Je ne pense pas que ce soit une fuite de responsabilité. Juste quelques temps après la maladie de mon père, pardon, la maladie de ma mère, venaient les événements. Donc mon père se trouvait soudain au village avec de nombreux enfants face à un imposant demi-salaire d'une manière irrégulière. Alors ce n'est pas chose facile qu'il puisse s'en prendre. Mais toutefois, lorsqu'on a les oncles maternels ou bien les grands-pères ont évoqué l'histoire de, ou bien, bon, je peux dire l'hypothèse de malédiction, il a dit, bon, si c'est ça, il n'y a pas de problème, lui peut donner ça en 2 tranches. Mais je ne sais pas comment vous appelez ça en français, le frère ou bien le demi-frère de votre grand-père, comment... Bon, laissons tout ça. Ok, on va tordre de langue le français. Oui. Donc, mon grand-père, entre guillemets, a refusé de prendre la dot de ma mère. C'est ça le problème. Mon père n'a pas refusé ça. Ok, d'accord. Bien, la première impression qu'un lecteur peut avoir après avoir lu votre livre, c'est de pointer la polygamie comme étant donc la cause de tous ces dysfonctionnements familiaux auxquels vous avez été exposé. Est-ce que vous partagez ma réflexion? Non, pas du tout, parce que si c'est la polygamie, dans le récit, ils ont pu convaincre même ma mère, mon frère cadet et mes sœurs contre moi. Est-ce que la polygamie peut faire ça? Mais ici, je veux beaucoup plus montrer au monde qu'il y a un enfant qui est marginalisé au sein de la société. Ok. Bien. Dans la deuxième partie de l'ouvrage, vous exposez à nu les crimes fratricides et les intentions criminelles de la plupart de vos proches. Exactement. Voilà. Ils vous ont donc tendu des pièges à maintes reprises sans succès. Et le plus dramatique, c'est la tentative d'empoisonnement à laquelle vous avez été miraculeusement sauvé. Oui. Je me demande quel est votre secret? Je n'ai pas de secret. Le secret est Dieu créateur que mon père m'a donné depuis. Et il m'a toujours, lorsque j'étais en classe de CM1, il m'a dit, dans la vie, ne compte sur personne, même à moi qui suis ton père. Parce qu'un jour, je risque de te décevoir. Pour toute chose, mets Dieu devant et dresse l'autre tes projets. Que la prière soit ta respiration. C'est tout. Ok, c'était un bon pratiquant du christianisme. Voilà. Alors, l'un des faits marquants aussi de cette partie est la malédiction de votre oncle à l'égard de votre mère et de vous tous, ces 6 enfants. Maintenant, la question qu'on se demande, est-ce que cette malédiction vous a-t-elle vraiment frappé ou bien pas? Bien. C'est plutôt grand-père. Ah, grand-père. Ok. Ils ont émis, bon, pour moi, à mon avis, ils ont émis seulement l'hypothèse que c'est une malédiction. Mais si c'est une malédiction, je ne sais pas. C'est chose spirituelle.
hein, comme la mort. Elle peut choisir qui elle veut en attendant son prochain retour. Mais je ne pense pas que ce soit une malédiction. Est-ce que je suis beaucoup plus couverte par la protection divine ou quoi? Je ne sais pas. Okay. C'est un peu difficile à expliquer ça. C'est ça. Bien, aux pages 118 à 120, oui. Votre narration change. Elle devient brusquement un coup de gueule à l'endroit des aînés qui font du mal à leurs frères et en leur refusant certaines opportunités. Pourquoi ce changement de style? J'ai utilisé ici le registre polémique dans le but de discréditer mes adversaires. Et pour mieux me comprendre, peut-être je vous demanderai de lire Peter Abraham dans Rouge et le sang des Noirs. Ok. Surtout sur le plan de la forme aussi du texte, quels sont les critères de répartition des 4 parties du récit? Il y en a où la première partie c'est beaucoup, la dernière partie c'est un peu et tout cela. Bon, j'essaie de m'amuser seulement et beaucoup plus faciliter le lecteur. Si au début je voudrais que ça soit 100 parties, mais le lecteur va trouver que c'est volumineux et ce ne serait pas facile pour lui de lire du coup. Okay. Donc il n'y a pas un critère pour ça. Bien. À la page 163 aussi, vous nous faites part d'avoir refusé l'offre de votre superviseur quand vous étiez à l'est du pays, oui, d'enterrer votre frère à Béché. Et vous avez même regretté que si ça aurait été là-bas, peut-être vos amis qui ne sont même pas vos proches, oui, seront encore mieux avec vous que vos propres parents. C'est touchant. Oui. Mon superviseur a vu que je suis né à N'Djamena et mon frère cadet aussi. Donc il a supposé que les parents doivent se trouver ici à N'Djamena. Il est préférable que je puisse pleurer mon frère parmi les membres de famille que d'être un peu éloigné. Mais arrivé ici, tout de suite, comme vous avez dit, mes frères n'ont jamais cessé, ils ne se lassent pas de tenter de me supprimer la vie. Et au pays Mbom, je ne sais pas, est-ce que ça s'applique aussi ailleurs? Quand vous perdez un proche, les gens pensent que vous n'avez pas maintenant la faculté de réflexion. Donc, toutes choses là, ce sont eux qui décident. Alors pour moi, si le corps va dans la famille, dans la maison familiale, mes frères vont tout de suite m'empoisonner. Et c'est pourquoi j'ai refusé que ce soit dans la maison disons, le côté maternel. Mais eux ne m'ont pas toujours compris. Et finalement, pour trouver, comment on appelle, acheter la bière, je veux parler de cercueil, j'ai donné 2 fois l'argent qui ont disparu. Pour creuser, comment on appelle, l'atome, ils disent qu'il n'y a pas quelqu'un. J'ai dit, ok, c'était du 22 au 24. Donc j'ai dit 24 décembre. J'ai dit, dans ce cas, qu'ils aillent trouver leurs amis, parce qu'il y a des gens qui auront besoin de sous pour aller fêter. Qu'ils creusent. Le prix qu'ils vont fixer, je vais leur remettre. Et là, ils ont fait 30 minutes, ils sont revenus, ils m'ont dit qu'ils n'ont toujours trouvé personne. Il a fallu que je puisse appeler un frère en Christ, un ami, et c'est lui qui a pu trouver ça. Et donc, toute chose, c'est moi seul. L'argent, ils prennent, mais ça ne sort pas. Et vous voyez, en décembre, à l'approche de fête, juste au 24, tout ça, au DEI, on donne 2000, tout au plus 2500 pour qu'une femme fasse le marché pour les gens qui vont venir pour la circonstance. Ce n'est pas chose facile. Et dit, tout ce que je recevais comme les apports des amis, je leur donnais. Mais rien ne sort. C'est ce qui m'a amené à regretter. Ok. Oui. Et maintenant, si on voudrait savoir, est-ce que les relations conflictuelles qui existaient donc entre vous depuis tout ce temps-là, est-ce que ça continue encore ou ça continue toujours. Et une collaboratrice, lorsque je luttais pour que la maison familiale soit vendue, vers la fin, elle m'a
narrer beaucoup de choses. Faites très attention à tes frères parce qu'ils ont dit ça. Tel m'a appelé, tel m'a appelé. Alors, mais maintenant, si on vous retournait la question de votre titre, le pardon peut-il être annulé? Quelle serait votre réponse? Le pardon a été accepté. Maintenant, il y a une des sœurs, c'est elle qui avait annulé cela et elle a avancé son argument que je puisse aller vers les fils de chaque fils de Beno là, que je puisse aller demander pardon. La personne va me renvoyer. Je repars une autre fois, jusqu'à 3 fois. Et c'est comme ça que je dois faire à tous les fils Beno et toutes les filles, c'est 4 fois. Alors moi j'ai vu que c'est impossible, sachant que 2 des fils de Beno se trouvent en Europe, une au Cameroun, les autres ici en Djamena, d'autres à Mondo et encore à Mbaïbokoum. Comment je vais faire toutes ces choses? Donc c'est un refus poli par rapport à ce pardon-là. Voilà. Maintenant, toute autre chose, après la fermeture de la MINURCAT, où vous avez travaillé un temps, vous écrivez, je vous cite, « Ma situation était pire que celui qui n'a jamais travaillé. C'est ma sœur cadette Clarisse qui régulièrement me ravitaillait et payait mon loyer. » On se demande donc, est-ce que c'est un manque de prévision, puisque vous êtes dans une agence onusienne, et puis à la fin, vous n'avez plus rien. Est-ce que c'est une mauvaise gestion ou bien un manque de prévision? Les deux. Pendant que je travaillais, ma mère ne me laissait pas le temps. Elle m'harcelait à tout temps, pendant toutes les 2 semaines, 150, 200, 2 fois 250 000. Elle ne fait rien avec, elle fait seulement que distribuer à ses parents. Je lui ai dit, moi je n'ai pas un père. Je dois tout faire pour avoir le chez moi et réunir mes soeurs et tout. Mais elle ne me comprend toujours pas. La mort de mon frère cadet a tout balayé ce que j'avais. Et le peu que j'en avais, bon, comme mes superviseurs m'ont rassuré que je ne vais même pas durer 3 mois pour trouver le boulot, que ce soit national ou international. Tout ce que j'en avais, quand j'écoute que telle personne en situation, je donnais seulement minimum 50 000. C'était ici que l'argent était parti. Et jusque-là, le boulot n'est jamais arrivé. Jusqu'à présent? Oui. Jusqu'à présent? Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez nous proposer la lecture peut-être d'un seul paragraphe de votre ouvrage? Mon père, très chrétien, me contait régulièrement l'histoire contenue dans la Bible, de Genèse à Apocalypse. J'étais si content de l'écouter que j'imaginais déjà qu'Israël, Jérusalem, Égypte, Gaza, Palestine et autres se trouvaient au ciel. J'avais envie de me naturaliser israélien et j'en parlais à mon père. Il me répondait que cela était possible, mais il me mettait en garde car, me disait-il, attention, Israël a beaucoup d'ennemis qui risqueraient de te tuer. Vous avez convoité Israël? Ah, ok. Très bien. Monsieur Nimrod, encore une fois de plus, merci d'être venu et avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est ma première fois de paraître à la télé. Merci de me recevoir sur votre plateau. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes ainsi arrivés au bout de ce numéro d'aujourd'hui que nous avions bien consacré à Monsieur Niapou Benou Nimrod avec son ouvrage autobiographique intitulé « Le pardon peut-il être annulé, docteur ?» paru aux éditions Almouna en 2021. Merci à vous d'avoir su si bien nous accompagner jusqu'à la fin. Continuez à regarder les programmes de Télé Tchad. Au revoir.